Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu nombreux, je dois dire, à notre invitation pour cette première session d'Eleneo Academy. Je suis Pascal Amamjean, donc je suis président et cofondateur d'Eleneo. Avant de commencer mon exposé, je voudrais juste vous rappeler très rapidement la formule. Nous organisons, nous allons organiser plutôt tous les mois un séminaire d'une durée de 30 minutes avec un exposé de 20 à 25 minutes, puis des questions, réponses que vous pouvez poser voilà, allant dans l'onglet questions en bas à droite. L'objectif pour nous, d'abord, c'est d'échanger avec vous, puis c'est d'essayer de vous aider dans votre métier d'acheteur ou d'énergie manager. On a déjà arrêté un certain nombre de thèmes dont la liste figure sur notre site. Mais si vous avez des thèmes à nous suggérer, vous êtes bien évidemment bien entendu les bienvenus. Il suffit de nous les envoyer à l'adresse contact@eleneo.fr. De manière plus générale, votre feedback est important pour nous. On est en rodage. Encore une fois, c'est la première séance. Et voilà, et vos réactions nous permettront d'ajuster le tir si nécessaire et de faire évoluer le déroulement des séances. Alors, on a choisi d'aborder pour cette première session un certain nombre de questions relatives aux Power Purchase Agreements, PPA. Alors pourquoi? Pour trois raisons. D'abord parce que de nombreuses entreprises ou collectivités publiques veulent signer des PPA. Deuxièmement parce que c'est ce qu'on observe, de nombreuses négociations échouent ou en tout cas piétinent. Et pourquoi? Parce que les PPA sont un objet qui est complexe. C'est un engagement dans la durée, et il nous semble que certains aspects mériteraient d'être pris en considération tôt dans le processus afin d'éviter certains blocages. Alors, il faut qu'on se concentre, il y a des PPA de différentes natures, donc on va se concentrer ici sur une catégorie particulière de contrat dans lequel l'électricité produite est livrée physiquement au site. On parle de PPA physique par opposition au PPA financier, et où le vendeur est un producteur d'électricité et l'acheteur un consommateur d'électricité. Il y a des contrats qui vont avoir comme partie des compagnies d'électricité ou des brokers. Là, on est dans un cas simple, je ne sais pas, mais en tout cas classique, où un producteur vend à un consommateur. Et on va faire deux hypothèses supplémentaires. La première hypothèse, c'est que l'installation de production d'électricité est une installation qui est construite pour l'occasion. C'est le sens du mot greenfield. Voilà, greenfield, ça veut dire quoi? C'est l'idée qu'on implante l'installation sur un terrain vierge. Et la deuxième hypothèse, c'est que le point du réseau où on injecte l'électricité produite est distinct du ou des points où l'électricité est consommée. C'est le sens de l'expression off-site. On est en dehors du site du client consommateur. Alors, je pense que l'élément vraiment peut-être le plus important, c'est de bien avoir à l'esprit que au-delà du PPA lui-même, qui est ce qui figure au centre de l'écran, il y a toute une série de contrats ou d'arrangements contractuels dans lesquels le producteur d'un côté, le consommateur de l'autre sont engagés. Je vais commencer par le producteur. Le producteur, lui, il a signé 1, 2, 3, 4 contrats. Je les passe en revue. Contrat de financement de la construction, étant entendu que, sans rentrer dans le détail, le financement de ce type d'opération repose généralement sur un levier financier important, c'est-à-dire inclut une part de dette significative rapportée au montant de l'investissement, avec des conséquences, on le verra, sur la structure du PPA lui-même. Il y a le contrat de raccordement, il y a le contrat de construction, il y a le ou les contrats qui permettent aux producteurs de sécuriser le foncier, c'est-à-dire le terrain sur lequel l'installation va être construite. Et puis, pas des contrats au sens strict du terme, mais généralement, le producteur doit obtenir de l'administration un certain nombre d'autorisations. Voilà. Et donc, il faut avoir en tête que pendant que le producteur négocie avec vous,
il est en train de négocier avec les autres, si vous me passez l'expression. Du côté du consommateur, c'est un peu plus simple, mais néanmoins, le consommateur, lui, il doit se préoccuper de deux choses. D'une part, d'organiser la livraison de l'énergie produite, hein, en signant un contrat avec un agrégateur, on va y revenir. Et puis, il faut qu'il aménage le contrat de fourniture de manière à faire de la place, je le dis de manière un peu triviale, au PPA. Alors, on va passer en revue, en allant vite, hein, et on reviendra sur cet aspect des choses dans une séance ultérieure. On va passer en revue les principales dispositions contractuelles, donc en bon français, PPA, Greenfield, Offsite. Ce qu'on va trouver dans le contrat, c'est une description précise de l'installation de production et des volumes d'injection prévisionnels. On va trouver une durée. Comme vous le savez, ces contrats sont des contrats de durée longue, hein. On parle de 15 à 20 ans. Et puis, point très important, il y a une date de mise en service de l'installation sur laquelle le vendeur, le producteur s'engage, mais qui est par nature, et vous le comprenez bien, soumise à aléa. On a ensuite les engagements du vendeur. Le premier engagement du vendeur, c'est de vendre, bien sûr, la production. Le deuxième engagement, c'est de garantir un taux de disponibilité de l'installation. Une installation indisponible, c'est une installation qui ne produit pas ce qu'elle est censée produire. Et puis, la plupart du temps, le vendeur s'engage à céder à l'acheteur les garanties d'origine et les garanties de capacité associées à l'actif. Du côté de l'acheteur, 5 engagements principaux. Le premier, c'est d'acheter la production. Hein, c'est un engagement irrévocable. C'est la pierre angulaire, hein, du contrat. Le deuxième engagement, c'est de désigner un responsable d'équilibre pour la production. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Le troisième engagement, c'est d'accorder aux banques du vendeur ce qu'on appelle un droit de substitution en cas de défaillance de celui-ci. Qu'est-ce qui est visé ici ? Ce qui est visé, c'est que les banques s'arrogent, hein, qui financent en fait l'essentiel du projet, s'arrogent le droit de se substituer au vendeur quand celui-ci est défaillant. Et donc on déroge, si vous voulez, aux dispositions du droit commun. Quatrième engagement, c'est celui de communiquer des informations financières régulières aux vendeurs ou à ses banques. Et puis, le dernier engagement, c'est d'accorder une garantie de paiement, généralement sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, en cas de dégradation du crédit de l'acheteur. Alors, le détail des clauses, il peut varier d'un contrat à l'autre, mais voilà, on retrouvera toujours une structure, hein, qui est analogue à celle qui a été présentée. Les pièges, d'accord, on en a, alors pièges, entre guillemets, mais les difficultés auxquelles une équipe qui négocie un PPA côté acheteur peut être confrontée. Le premier piège, c'est finalement de découvrir tard dans le processus que l'installation n'est pas conforme aux exigences de la politique RSE. Comme vous l'avez compris, hein, derrière le PPA, il y a une installation de production, une installation industrielle, et il est clair que on l'a vécu, hein, certaines caractéristiques de l'installation peuvent se révéler être en infraction avec la politique RSE de l'entreprise. On prend ici 3 exemples, hein, mais on pourrait en étudier d'autres. La première conformité ou non-conformité, c'est celle qui concerne l'origine des matériaux. La politique RSE de certaines entreprises peut imposer des contraintes sur certaines caractéristiques des matériaux, hein, par exemple leur caractère recyclable, leur contenu carbone. La plupart des politiques RSE proscrivent, hein, le retour au travail forcé, ce qui introduit une contrainte sur l'origine, hein, des composants de l'installation. La deuxième exigence, c'est celle qui est relative à l'emprise foncière. Certaines politiques RSE proscrivent le recours à des terres agricoles, proscrivent la déforestation ou, alors, en Europe, généralement pas le cas, mais en dehors d'Europe, ça peut arriver, hein, proscrivent le déplacement de population. Et puis, la dernière série de difficultés, elle concerne la phase d'autorisation elle-même. Il y a des entreprises qui exigent que le projet n'ait fait l'objet d'aucun recours de la part des riverains ou d'associations.
ou bien que les recours n'aient été initiés qu'à propos d'objets, d'enjeux mineurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très restrictif, notamment en France, hein, dans la mesure où un nombre très important de projets font face, ont à faire face à des recours. Notre recommandation, elle est assez simple, hein, au fond, c'est de dire que je crois qu'il est très important d'impliquer dès l'origine les équipes RSE. Ça, je dirais que c'est de bonne loi. Deux, et ça peut être plus compliqué, il faut réussir à obtenir du vendeur suffisamment d'informations sur les caractéristiques de la future installation. En sachant que quand les négociations démarrent, concernant le PPA, les caractéristiques techniques de l'installation ne sont pas forcément toutes figées, donc encore une fois, la difficulté peut être réelle. Le piège numéro 2, c'est ce qu'on a appelé, un peu imagé, le piège du dernier kilomètre. D'accord. Vous savez qu'en matière de livraison, on dit que c'est souvent le dernier kilomètre qui est problématique. Et c'est un peu la même chose pour les PPA, sachant que la livraison, elle est non seulement à la charge de l'acteur, puisqu'in fine, c'est lui qui va supporter le coût, mais c'est très souvent lui qui l'organise. Donc, pour comprendre ce qui est à l'écran, je crois qu'il faut revenir quelques instants sur la notion de livraison en électricité. Lorsque vous signez un contrat de fourniture d'énergie électrique, je ne parle pas de PPA, un contrat, je dirais, classique, si vous vous rappelez bien, vous rattachez vos sites au périmètre d'équilibre de votre fournisseur. Bon, périmètre d'équilibre, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est une sorte de compte que les fournisseurs ouvrent auprès de RTE et qui permet à ce dernier de s'assurer que le fournisseur couvre effectivement à tout moment les consommations de ses clients. Et dans le contrat de fourniture, c'est le rattachement des sites au périmètre d'équilibre du fournisseur qui vaut livraison. Et c'est le même principe en fait qui s'applique dans le cas d'un PPA, c'est-à-dire que l'actif de production, il faut qu'il soit rattaché à un périmètre d'équilibre, et c'est le transfert de l'énergie produite par l'installation de ce périmètre vers le périmètre d'équilibre de votre fournisseur qui vaut livraison de l'énergie électrique pour l'alimentation de vos sites. Alors idéalement, et c'est peut-être ce qui se passera dans quelques années, on pourrait imaginer que le fournisseur accueille l'installation de production sur son périmètre d'équilibre et qu'il traite l'installation de production comme il traite les sites de consommation. La seule différence étant que dans le cas du PPA, le site est un site d'injection et non pas un site de soutirage. Néanmoins, c'est pas aujourd'hui comme ça que les choses sont organisées. Là aussi, on pourrait s'interroger et vous expliquer un peu pourquoi. Et donc, la livraison, elle s'effectue en deux étapes. Un, c'est le rattachement donc, de l'installation de production au périmètre d'équilibre d'un prestataire de service qu'on appelle un agrégateur, qui va prendre à sa charge le risque d'intermittence, éventuellement le risque de volume, et qui va transformer la production aléatoire de l'installation en un programme de production défini au pas demi-horaire. Et puis, la deuxième étape, c'est le transfert de ce programme vers le périmètre d'équilibre du fournisseur, qui pourra ensuite utiliser cette énergie pour couvrir généralement une partie de la consommation des sites en défalquant en quelque sorte le programme transféré de la consommation des sites à chaque moment, sur chaque pas de temps. Alors, le piège, plutôt comment on le déjoue, simplement effectivement en anticipant l'organisation de la livraison qui se fait en pratique en deux temps. D'abord, il y a, vous l'avez compris, un contrat à signer donc avec un prestataire de service qui est cet agrégateur. Les contrats d'agrégation sont généralement des contrats de courte durée, qui vont durer entre 1 et 3 ans, ce qui veut dire qu'il faudra renouveler ce contrat tout au long de la durée de vie du PPA. Le prix du service d'agrégation, encore une fois, qui consiste pour l'agrégateur à gérer le risque d'intermittence, est un prix qui est soit exprimé en euros par mégawattheure, soit un prix exprimé en pourcentage de la moyenne des prix spot. Alors le niveau de prix, c'est une question qu'on nous pose souvent, dépend en fait de l'étendue du service rendu. Sans rentrer là aussi dans le détail, on comprend que
le transfert d'un programme défini la veille pour le lendemain coûte moins cher que le transfert d'un programme qui serait défini 1 an à l'avance. Dans le cas d'une cloche solaire, si on s'intéresse à une installation solaire photovoltaïque. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est que voilà, il faut ensuite négocier ou renégocier avec son fournisseur, puisque c'est lui qui va intégrer en fait la production de l'installation, et c'est cette intégration qu'il faut négocier. L'énergie produite dans le cadre du PPA ne couvre généralement qu'une fraction en fait de la consommation des sites. Hein. C'est même parfois d'ailleurs qu'une fraction mineure. Hein. Nous, ce qu'on voit, c'est généralement des PPA qui représentent 10% de la consommation totale hein, de l'acheteur. Et donc, il y a forcément un contrat de fourniture qui est un contrat de complément, mais avec un complément qui représente une part prépondérante de l'énergie consommée. Donc voilà, il faut laisser de la place finalement au PPA. Et laisser de la place, ça veut dire quoi? Ça veut dire prévoir dans le contrat de fourniture la possibilité d'avoir des volumes qui restent exposés pendant la livraison au marché spot. L'intégration, ça va être voilà le fait d'utiliser la production pour couvrir heure par heure la consommation. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin effectivement d'avoir des volumes qui sont au spot. Alors, donc c'est de l'utilité des contrats bloc plus spot pour l'intégration des PPA. Le fournisseur, lui, ayez bien en tête que le fournisseur ne facture pas l'énergie produite par l'installation. Hein. C'est le producteur qui facture cette énergie. Lui, ce que le fournisseur peut vous facturer au titre de l'intégration, c'est éventuellement une commission d'intégration, puisque voilà, il supporte un coût et il peut vouloir que ce coût soit pris en charge. Et puis, il peut imposer des contraintes sur la taille du PPA. Hein, il y a certains fournisseurs qui exigent, qui demandent que voilà, l'énergie livrée par le PPA ne représente pas plus de X% de l'énergie que le fournisseur, lui, livre à son client. Alors, notre recommandation, c'est quoi? C'est d'essayer de démarrer assez vite, en fait, la négociation avec l'agrégateur. Idéalement, il faudrait pouvoir la démarrer en même temps que la négociation avec le producteur, hein, dès lors qu'on a une idée suffisamment précise de l'installation de production et de ses caractéristiques. Voilà, donc il faut démarrer la négociation avec l'agrégateur et avec le fournisseur, actuel ou futur, de manière à pas se trouver, voilà, de manière à mettre les deux négociations ou les trois négociations en parallèle et non pas en série. Enfin, il faut bien expliquer en interne, parce que c'est souvent un sujet d'incompréhension, hein, ça peut créer un certain trouble, que le coût d'agrégation est quelque chose qui vient s'ajouter au prix négocié avec le producteur. Et que par ailleurs, pour finir, voilà, le contrat bloc plus spot, donc voilà, va vous exposer de manière résiduelle hein, au marché spot. Alors qu'au départ, cette exposition n'est pas forcément souhaitée. Voilà, je vais passer au dernier piège, en tout cas au troisième piège de la présentation, qui est peut-être le plus, je ne sais pas si c'est le plus compliqué, mais qui est peut-être le plus lourd. Il s'agit, le piège c'est quoi? Il est lié à ce qu'on appelle l'effet de cannibalisation. Il est lié au risque de dégradation de ce qu'on appelle le prix de capture. Alors, il faut qu'on s'explique un peu sur ces termes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué, mais je pense que voilà, vous comprenez tous, ou vous savez tous, que le développement des énergies renouvelables tend, toutes choses égales par ailleurs, hein, à faire baisser les prix de marché. Alors pourquoi? Parce que les centrales éoliennes ou photovoltaïques hein, modifient ce qu'on appelle le merit order, et elles modifient ce merit order dans un sens qui fait baisser les prix. Alors, dans le cas du
dans le cas du solaire photovoltaïque, hein, on peut se faire une idée assez parlante, hein, de cet effet de cannibalisation en comparant la moyenne des prix spot à ce qu'on appelle le prix de capture, qui est le prix moyen que toucherait une installation solaire si elle vendait sa production sur le marché spot. Donc les chiffres que vous voyez concernent la France. Hein, on a fait ce calcul, cette comparaison pour l'année 2018, et on voit que le prix capturé, hein, donc la recette, si vous voulez, de l'installation, si elle vendait son électricité au spot, hein, 49 euros, est très proche, hein, du prix moyen du spot, de 50 euros. Vous voyez qu'en 2023, il y a un écart qui apparaît, puisque le prix capturé ne représente plus que 81 euros contre 97, hein, donc en pourcentage, ne représente plus que 83% de la moyenne des prix du spot. Et aujourd'hui, on est passé à un prix de capture de 33 euros. Alors on a arrêté le compteur quelques jours avant ce séminaire, hein, contre un prix moyen du spot qui est de 49 euros. Donc le ratio, si vous voulez, entre les deux est de 67%. Et donc, il y a quand même là un problème, si vous voulez. Hein. On est dans une situation qui est quand même un peu critique. Pourquoi? Parce que finalement, la valeur de la production, la valeur de la production renouvelable, hein, sur le marché spot, elle devient significativement inférieure au prix d'achat que l'on négocie dans le cadre du PPA. Alors, bien sûr, cette comparaison, elle est pas totalement satisfaisante parce qu'on compare d'un côté un prix fixe sur une durée de 15 à 20 ans avec un prix moyen du spot qui est généralement le prix constaté durant l'année qui précède, hein, la négociation du PPA. Et donc, on comprend tous, hein, que ce sont deux indicateurs de nature différente. Néanmoins, et vous le savez bien, il y a toujours une tendance, hein, chez les acheteurs à comparer le prix d'un contrat à long terme avec les niveaux de prix qui prévalent au moment de la négociation, et c'est bien ce qu'on est en train de faire. Et par ailleurs, on peut se demander si cet écart, hein, qui n'existait pas en 2018, qui était, voilà, paru en 2023 et qui s'accroît en 2024, si cet écart ne va pas continuer à s'accélérer. Et on a vu, hein, chez certaines entreprises, je veux dire, un grand moment d'hésitation. Ils ont parfois conduit à arrêter le projet quand les gens ont eu conscience, hein, de ce phénomène. Alors, comment on s'en sort? D'accord? Comment on s'en sort? Bien sûr, le PPA a une valeur, le fait d'acheter de l'énergie renouvelable et à travers la signature du PPA de justifier en fait, hein, la construction d'une nouvelle installation de production d'électricité renouvelable. Tout ça a une valeur en soi, d'accord? Ça a une valeur citoyenne, ça a une valeur en termes d'image, et on prend ça très au sérieux. Néanmoins, on aimerait, nous, voilà, pour finir l'exposé, essayer de raisonner un peu en économiste, si vous voulez. Et donc, ce qu'on dit, c'est quoi? Ce qu'on dit, c'est que une manière de s'en sortir, c'est d'abord d'objectiver ce qui se passe. Et on peut quand même essayer de quantifier l'effet de cannibalisation en comparant le prix du PPA, qu'on est en train de négocier, avec une prévision des prix de marché sur la durée du PPA. C'est un exercice difficile, hein, il n'y a pas de prévision parfaite. Et donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des scénarios d'évolution de prix et on compare le prix du PPA à la moyenne des prix sur les différents scénarios considérés. Et puis, il faut essayer de quantifier des éléments qui sont a priori plutôt qualitatifs. Hein. Le premier point, c'est quoi? C'est ce qu'on a mis dans la balance. C'est que le PPA confère de la visibilité, d'accord, sur une partie du prix de l'approvisionnement, et on peut donner de la valeur à cette visibilité. On peut quantifier la valeur que cela crée. Deuxième élément, c'est que, et on l'a vu pendant la crise, hein, le PPA, il vous protège contre des risques extrêmes. On a connu la crise 2021, 2022, 2023. On pourrait imaginer des crises d'une autre nature qui seraient liées à des phénomènes météorologiques exceptionnels ou à des pannes, hein, d'infrastructures structurantes pour
pour le système électrique français. Et puis, il y a un troisième élément qui est le développement du stockage qui permettra, à le moment venu, d'améliorer en fait le prix de capture, hein, en optimisant la production de l'installation sur la base des prix spot. Voilà. Écoutez, mon exposé est terminé. Donc, on reviendra, hein, c'est promis, sur les PPA dans deux autres sessions qui seront consacrées, je veux dire, vraiment à la structure contractuelle des PPA et au contrat d'agrégation. On ira, alors ce seront des séances plus techniques, mais on rentrera davantage dans le détail. On va passer aux questions. Alors, il y a une première question là qui quelqu'un demande combien coûte l'agrégation. Alors il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse immédiate. Hein. Le coût de l'agrégation, il dépend de la technologie, il dépend du service proposé, il dépend du niveau des prix spot. Bon, mais disons que, on ne va pas donner l'impression de dérober, pour un programme défini en J-1 pour J, d'agrégation, pour du PV solaire, va représenter, voilà, entre 4 à 5 euros. Mais encore une fois, ça peut être différent. Alors, il y a une question, effectivement, qui est une remarque, mais qui est juste, hein, l'intégration d'un CPPA n'est possible que dans le cadre d'un contrat bloc plus spot. Voilà, Clara nous dit, c'est également possible de le faire dans le cadre d'un contrat multiclic en pourcentage avec une cloche solaire. Absolument. D'accord? À partir du moment où on a non pas un programme défini la veille pour le lendemain, mais un programme qui est défini à l'avance, à ce moment-là, alors, ça coûte un peu plus cher, d'accord? Le travail de l'agrégateur est plus important et donc il coûte plus cher, mais l'avantage, c'est qu'effectivement, on a un programme, on a, un profil de production qui est connu longtemps à l'avance et que donc on peut intégrer dans un contrat multiclic. Alors, coût d'agrégation pour une transformation en bandeau, ça c'est beaucoup plus cher. Bon, faudrait peut-être qu'on en parle, ensemble. Ça peut, ça coûte cher et ça dépend de beaucoup des conditions de marché. C'est encore mieux, si j'ose dire, que la cloche solaire en termes d'intégration, puisqu'effectivement, là, ça devient un bloc. Mais le coût peut être un peu compliqué. Quelqu'un me dit une question, quelle est la durée finalement de négociation pour ceux qui passent les pièges? J'ai envie de dire c'est 6 mois à 1 an quand tout va bien. D'accord? Donc si on ne tombe pas dans les pièges qu'on a décrits. Donc voilà, ça se fait. Hein. 6 mois, 1 an pour négocier un contrat de 15 à 20 ans, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Malheureusement, quand ça dérape, et ça peut déraper pour des raisons qui tiennent à l'acheteur, qui tiennent au producteur, quand ça dérape, ça peut déraper beaucoup plus longtemps. Enfin, il y a une question, question à laquelle je suis pas sûr de savoir répondre, mais qui est combien coûte un PPA. Donc, alors, je fais une réponse de Normand, même si je ne le suis pas, mais j'ai d'abord envie de dire, ça dépend du projet. D'accord? Ça dépend du degré de maturité du projet au moment de la signature. Si vous signez un PPA avec un producteur qui n'a pas encore obtenu tous les permis pour construire l'installation, il va vous consentir un rabais. Hein, voilà. Si vous signez un PPA avec un producteur pour une installation pour laquelle tous les recours n'ont pas été purgés, là aussi ça coûte moins cher. Mais ça dépend de la technologie et puis de la localisation géographique, puisque s'agissant de l'éolien ou du solaire, chacun comprend qu'il y a des localisations qui sont plus propices, hein, lesquelles le productif va être plus important, et tout ça, forcément, a un impact sur le coût. Mais bon, allez, je vais quand même répondre. Pour du PV, ce qu'on appelle le LCOE, donc le coût moyen, si vous voulez, hein, le coût moyen, enfin c'est pas de la LCO, le prix de vente, si vous voulez, moyen sur la durée, on est assez souvent entre 60 et 70 euros par mégawattheure.
Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. C'est peut-être un peu court, hein, c'est peut-être le premier enseignement, 31 minutes. On va peut-être passer à 40, à condition que vos emplois du temps le permettent. Je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que ce qui a été raconté ici est utile. Je vous invite vraiment à nous faire part de vos commentaires. Il n'y a que via vos commentaires, y compris critiques. Hein, enfin, les louanges, oui, mais les critiques, c'est ce qui nous fera progresser. Parce que voilà, on a l'intention de faire durer cette Télénéo Académie un certain temps. Merci à tous et à bientôt.